Bonjour, c'est sympa de vous avoir ici dans notre 4e séance sur la philosophie de l'art. Récapitulons vite, on a choisi 4 grands axes ou approches sur l'art et qu'on a identifié comme vraiment distinctes une approche de l'autre et chaque approche vraiment très radicale dans son positionnement par rapport à l'artiste, à l'art, enfin, à la chose artistique en général. On avait identifié donc ces 4 axes, le formalisme, le contenu, la volonté de puissance nietzschéenne et l'herméneutique ontologique ou l'esthétique ontologique heideggerienne. On a commencé à traiter, on a fait déjà 2 séances qui essayent donc d'analyser l'approche formaliste, donc à la Kant. Et aujourd'hui, l'idée c'est boucler cette première approche qui est celui ou celle de formalisme. Ok? Bien, donc on avait dit que l'approche formaliste suppose donc une approche esthétique, une approche artistique dépourvue du concept en général. Il n'y a pas de concept. Tout ce qui est de l'ordre d'un contenu conceptuel n'a pas de place dans l'approche formaliste. Il s'agit donc d'une expérience spécifique qui a à voir avec une manière de se représenter une structure belle. Hein? C'est-à-dire que ce qui compte dans l'approche formaliste, on l'a vu avec l'exposition kantienne, ce qui compte, c'est notre manière de se représenter la beauté, hein, des belles formes. Maintenant, on a compris la dernière fois comment Kant explique l'absence d'un contenu ou d'un concept donné, hein, avec la notion de jugement réfléchissant. Donc il découvre Kant ces nouveaux types de jugement qui est spécifique du jugement esthétique, qui est celui dans lequel on n'a pas une loi, une règle, un concept préétabli ou donné. L'art ou l'expérience esthétique suppose aller à la recherche, enfin une sorte de quête de ces concepts. Parce qu'on se rappelle, c'est quoi un jugement? C'est la relation entre une chose, enfin un type, ou un cas particulier, les sujets, et un prédicat, ou un concept, ou une règle, donc une loi universelle. Quand on dit « ceci est un triangle », je suis en train de déterminer les cas particuliers, ceci, à partir d'un universel, d'une loi, un concept, triangle. Dans les cas du jugement esthétique, ça n'a pas lieu. C'est-à-dire que quand on dit « ceci est beau »,« ce tableau est beau » ou « ce paysage est beau », je ne connais pas la beauté. Le concept de beauté n'est pas donné. Donc c'est quelque chose, la beauté, qui est en train d'être proposé dans l'œuvre même, dans la représentation que nous on se fait de l'œuvre. Donc du coup, on est resté là, donc dans ces jugements du type réfléchissant, tout à fait particulier pour les formalistes, car, encore une fois, on ne connaît pas les concepts, l'universel. Bien. Donc du coup, on a aussi avancé un peu plus, on a compris quels sont les caractères particuliers de ce type de jugement qui sont les jugements esthétiques. C'est un jugement désintéressé et subjectif. Ça, je ne veux pas revenir parce que vous pouvez les voir dans la séance numéro 3 qui est en ligne. Par contre, ce qui est peut-être intéressant de reprendre pour achever cette manière de voir la chose, c'est ce que Kant appelle les livres-jeux de l'entendement. Eh bien, justement, c'est désintéressement, cette espèce de pureté qui suppose l'expérience esthétique formelle, ou purement formelle, réveille un dialogue particulier qui
qui se produit au niveau psychologique dans les spectateurs entre deux de ces facultés internes, l'imagination et l'entendement. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi ce jeu est libre. Eh bien, je vais essayer d'être le plus simple possible. Pour Kant, ce jeu doit être libre. Ça veut dire n'est pas pas motivé par un concept. Autrement dit, quand il s'agit de choses réelles, de la connaissance d'objets réels, eh bien, je ne peux pas donner libre jeu à mon imagination. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont à voir avec les catégories, ou ce que Kant appelle les concepts purs, qui déterminent les cas particuliers, ou la connaissance d'un objet particulier. Dans les cas du jugement esthétique, il ne s'agit absolument pas de la connaissance d'objets réels, du tout. Il s'agit de comment moi, je me représente ce qui est en train d'avoir lieu dans l'œuvre d'art, ou avec l'œuvre d'art. Donc, d'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de l'œuvre d'art, il s'agit de ma représentation de l'œuvre d'art. C'est pour ça qu'on peut, sans se tromper, dire que dans l'expérience formelle ou formaliste de l'art, l'expérience, et même je dirais, l'art a lieu pas en dehors de moi, pas sur scène, pas sur l'écran. C'est pas les bâtiments, l'art. L'expérience et l'art a lieu chez moi, dans la psychologie qui constitue mon expérience. Vous comprenez? Bien sûr, mon expérience est mue et réveillée par des formes qui viennent d'un objet. Mais il ne s'agit pas de juger l'objectivité de l'objet, ou la réalité de l'objet, ou la compréhension de l'objet. Avec les jugements esthétiques, on n'essaye absolument pas de comprendre des objets. Par contre, il s'agit de réfléchir à comment c'est possible que pour moi, cette expérience suppose ce plaisir de la contemplation qui est celle de l'expérience esthétique. Vous voyez? C'est assez radical. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux autres axes qu'on verra plus tard. Bien. Alors, les libres jeux a donc à voir avec cette, méprise de l'objet. On n'est pas touché par l'objet, on n'est pas déterminé par l'objet, et on n'est pas déterminé par les concepts de l'objet. Du tout. On n'est vraiment absolument pas dans la détermination du jugement, mais plutôt dans la réflexion du jugement. C'est pour ça que l'expérience esthétique, qui suppose un jugement esthétique, est de l'ordre de la représentation, et pas du tout d'une connaissance quelconque. Ok? Je trouve que ça, c'est vraiment important de le tenir en compte. Et encore quelque chose, encore un élément. Eh bien, la satisfaction, dit Kant, la satisfaction qu'on a dans notre expérience de contemplation esthétique, vu qu'elle est libre et désintéressée, sera purement formelle, ce qui va différencier cette manière, qui est la manière esthétique, de ce que Kant appelle le jugement d'agrément ou d'utilité. C'est-à-dire que encore une fois, cette expérience a lieu dans les goûts de celui qui juge. Dans les goûts de celui qui juge. Et celui qui juge est complètement libéré de cette sorte, et là je cite Kant, de dépendance matérielle par rapport à l'objet. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est libéré d'une dépendance matérielle par rapport à l'objet. Je trouve que c'est hyper clair, Kant, dans ses propos, et des fois, on ne les tient pas tout à fait en compte. L'expérience esthétique, et il faudrait savoir, en tant qu'architecte, jusqu'à quel point ce type d'expérience, encore une fois, peut avoir lieu, concrètement, dans une sorte de contemplation du bâtiment, contemplation de ce qui est construit, enfin, etc. Et donc, en étant libéré de toute dépendance matérielle par rapport à l'objet, l'expérience esthétique est donc, pour Kant, l'occasion d'un jeu. Et ce jeu-là produit plaisir par sa forme,
produit plaisir par sa forme, et encore une fois, ce plaisir est la résultante des rapports entre deux facultés internes, donc chacun c'est singulier, entre l'imagination et l'entendement. Donc, libre parce qu'il n'y a pas de concept, formel parce qu'il n'y a pas de matière conceptuelle à tenir en compte, il n'y a pas de concept qui déterminerait mon jugement, et troisième élément qui me semble intéressant, gratuit. Cette expérience, elle est gratuite, car tend à se perpétuer sans autre but. Il n'y a pas de but. Elle est gratuite. Je tiens juste à dire, en faisant un cours sur un film de Hitchcock, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je n'avais jamais compris, et pourtant j'adore Hitchcock, j'avais jamais compris jusqu'à quel point le cinéma de Hitchcock a un élément, une dimension incroyablement formelle. Un des aspects qui me pousse à dire comment le cinéma de Hitchcock est très, très formel, c'est sa gratuité. C'est-à-dire que cette machine technique qui fonctionne, qui nous tient dedans, qui nous invite à la contempler vraiment comme une forme aboutie ou achevée, peut-être pas tous ces films, mais certains d'entre eux, clairement, eh bien, quand on analyse ce qui se passe à l'intérieur de cette machine, c'est complètement gratuit. C'est inexplicable. Autrement dit, ça ne déborde pas. Il n'y aurait pas une explication préalable dans laquelle le spectateur viendrait se reconnaître pour légitimer ce qui est en train d'avoir lieu. Ce qui est en train d'avoir lieu est légitimable que formellement. Bon, je me passe les détails, mais je vous invite à faire l'expérience. Donc, je libre, formel et gratuit. Je voudrais finir avec une sorte en ouvrant des pistes par rapport à la possibilité d'interpréter ces séances qu'on a eues sur les formalismes kantiens, mais sous la lumière de notre époque. Donc, je tiens à dire que les néokantismes, ce qu'on appelle les néokantismes en général en philosophie, mais aussi plus en général, de manière plus vaste ou plus large, eh bien, est terriblement présent dans notre culture contemporaine, de l'art contemporain. Enfin, terriblement présent. Et, encore une fois, de manière spécifique, c'est-à-dire il y a des philosophes esthètes qui se considèrent néo-kantiens, mais aussi un peu plus large, même quand on ne le sait pas. J'entends dans les critiques d'art, dans des manières de programmer, dans des conceptions générales de l'art. Bon. Donc je veux dire un mot sur cette perspective dans notre monde contemporain. Eh bien, les néokantismes en général, eh bien, il faudrait, à mon sens, les penser à partir de on peut faire la constatation, on peut voir jusqu'à quel point toute position philosophique qui conçoit la philosophie, et là je parle de la philosophie de l'art, avant tout comme philosophie de la culture, eh bien là, il y a formalisme. Quand notre relation avec l'art est de cet ordre-là, c'est-à-dire comme philosophie culturelle ou comme programme culturel, si l'art est lié à la culture, on commence à aller vers une vision plutôt formaliste. Et je m'explique. C'est-à-dire comme systématisation de toute activité de l'homme. Et là, on peut citer différentes disciplines artistiques dans lesquelles l'architecture, à mon sens, fait partie. Mais toutes ces disciplines seraient, dans cette perspective-là, dans cette conception-là de l'art, reconduites, chacune, à ce que Kant appelle l'a priori, c'est-à-dire à certaines directions de la conscience. Je m'explique. Il y aurait pour Kant, et notamment pour les néo-kantiens, des conditions préalables qui font que nos facultés internes puissent capter une certaine qualité de l'œuvre, une certaine beauté, même si aujourd'hui on ne parle pas tellement de beauté,
on a l'expérience, on peut faire l'expérience de comment n'importe quelle personne, ça m'arrive en tout cas souvent, des gens autour de moi qui regardent un immeuble, un bâtiment, ou une maison, une construction X, et qu'est-ce qu'ils disent? C'est beau. Ça m'arrive. Qu'est-ce que c'est beau? Ou qu'est-ce que c'est moche? C'est-à-dire que, quelque part, ce qui serait en jeu dans ces perspectives-là, c'est une sorte d'analyse, une analyse de qu'est-ce qui fait qu'on puisse considérer ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui vaut la peine en tant qu'art, ce qui mérite d'être programmé, ce qui mérite d'être transmis à nos enfants. Donc, politique culturelle en sens large. Politique culturelle en sens large. Depuis cette perspective, donc, l'esthétique devient concrètement, une description transcendantale de la structure de l'expérience de la beauté et de l'art. Transcendantal, chez Kant, ça veut dire condition de possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il ferait la philosophie, en tout cas la philosophie esthétique? Il a pour mission de déterminer quelles sont les conditions, il faut décrire, formuler, quelles sont les conditions qui font que la beauté et l'art en général soient possibles, qu'on puisse avoir l'expérience de l'art. Donc, la possibilité même de l'art, dans cette vision-là, serait du côté de ces conditions qui sont des conditions psychologiques, de l'ordre de l'imagination et de l'entendement. Mais du coup, et c'est pour ça qu'on appelle le formalisme aussi à partir d'une dimension plutôt normative, il y aurait des règles formelles qui seraient en jeu et qu'il faudrait apprendre pour qu'on puisse faire l'expérience de la beauté ou de l'art. Et du coup, tout se passe, et au niveau politique c'est hyper intéressant, tout se passe dans une sorte d'apprentissage, d'enseignement de ces règles, soit de la structure de l'objet, soit non, et de nos manières de lire l'objet, de percevoir l'objet. Vous comprenez? Donc, finalement, dans cette perspective qui est celle du formalisme, ce qui est en jeu chaque fois, c'est une sorte de fondamentation. Je sais que ça n'existe pas les mots en français. Oui, mais j'essaie de... Fondement transcendantal de l'expérience esthétique. Fondament transcendantal de l'expérience esthétique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il faut tenter, dans cette perspective-là, d'expliciter, de montrer, d'exprimer, de poser les règles qu'au niveau de la conscience de spectateur feront que quelque chose comme une relation esthétique ou une expérience esthétique puisse avoir lieu. Donc finalement, tout l'enjeu artistique dans la position ou dans la perspective du formalisme se réduit à un travail, à une pratique, à une production de la conscience du spectateur et ou de l'artiste, et ou des institutions, et ou du politicien qui serait en train de proposer une culture particulière. Vous voyez? Donc, très important cette idée, car montre bien que ce qui n'est pas indispensable, c'est l'œuvre. Ça, c'est pas indispensable. La vérité, entre guillemets, de cette perspective ne s'échoue pas en rien externe de la conscience du spectateur. Tout se joue à l'intérieur du spectateur. Tout se joue dans ces processus de reconnaissance des lois, des règles, des normes qui font possible que je réfléchisse dans des termes artistiques ou esthétiques. Ça, c'est une caractéristique que je voulais souligner tout de suite. Il s'agit d'un problème de la conscience, de ma capacité, de la possibilité même, que je mette en relation imagination et entendement
par rapport à une structure formelle donnée. OK? Bon. On va arrêter là. Je vous remercie. Et la prochaine fois, donc, on attaquera le deuxième axe, qui est donc l'approche hegelienne. Merci.